L'être humain ordinaire ne se réveille pas le matin en pensant que c'est son dernier jour sur Terre. Mais ce sable et ces rochers souillés par 1000 années de guerre, ils se souviendront de nous pour ça. Captain Price, Captain Forward. Call of Duty, la licence qui m'a fait vivre tellement de choses. Ma première équipe e-sport, mes premières nuits blanches sur le mode zombie, mais aussi ma première trahison. Et puis, cette sensation. Cette sensation de stress si intense. Titi. Si Black Ops 2 est le Call of Duty sur lequel j'ai passé le plus de temps, l'opus qui m'a fait découvrir et surtout adorer la licence, c'est le chef-d'œuvre qu'est Modern Warfare 2. Et si grâce à la vidéo de review, j'ai pu comprendre pourquoi je n'ai jamais retrouvé de telles émotions sur un autre Call of, il faut que je vous explique pourquoi il reste pour moi à ce jour le meilleur Call of Duty. Ma découverte de Modern Warfare 2 débute lors d'une après-midi de 2009. À cette époque, on allait encore sonner chez nos potes pour sortir. Et quand j'arrive chez lui, il me propose de rentrer pour essayer son nouveau jeu. Vous l'aurez compris, il était en train de jouer à Modern Warfare 2, et plus précisément à la mission dans les favelas. J'ai tellement été pris dans l'ambiance de cette campagne que j'ai fini par passer toute l'après-midi chez lui. Alors en rentrant, comme tout bon jeune ado, j'ai harcelé mes parents pour qu'ils me l'achètent. Et le lendemain, lors des courses, j'ai pu obtenir le Saint Graal. Mais j'ai aussi eu droit à cette phrase que tout jeune collégien a déjà entendue. C'est d'accord, mais si tu ramènes un mauvais bulletin, je le reprends. J'étais tellement content que sur le trajet du retour, j'ai lu au moins une dizaine de fois la 4ème de couverture. Parce que oui, c'était encore l'époque où les développeurs faisaient un effort sur la jaquette. Pour la simple et bonne raison que c'était en la lisant que tu savais si le jeu allait te plaire ou pas. Mais j'étais loin de m'imaginer à quel point ce jeu allait changer ma vie. La première chose qui m'a marqué quand j'ai lancé le jeu, c'est la musique du menu. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle me donne un sentiment mélangeant excitation et inquiétude. Et là, plusieurs choix s'offraient à moi, mais comme tout bon débutant, j'ai commencé par lancer le mode campagne. Mais avant même d'avoir commencé, une chose m'a interpellé. Souvenez-vous ce message de prévention. Sincèrement, qui a répondu qu'il ne souhaite pas voir ces scènes? La curiosité est bien trop forte. C'est le bleu, chef. Soup? C'est quoi ce nom à la con? La campagne se lance avec une magnifique cinématique, récapitulant les événements passés, suivie d'une autre cinématique digne des plans de mission que l'on peut apercevoir dans des films, avec par-dessus une voix off charismatique et un discours hyper motivant. Plus les choses changent, moins elles évoluent. Les frontières bougent, de nouveaux acteurs apparaissent, mais le pouvoir se trouve toujours un maître. Nous avons combattu et souffert aux côtés des Russes. Nous aurions dû savoir qu'ils nous haïraient pour ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et je pensais que nous avions gagné. Étant mon premier FPS, j'ai trouvé le tutoriel très immersif. Parce que je suis un putain de soldat qui apprend à de nouvelles recrues comment utiliser leurs armes, alors que c'est aussi la première fois que je m'en sers. Et l'univers m'a tellement fasciné que j'ai pris la décision de me balader dans tout le camp. J'ai très vite été surpris par le niveau de détail apporté au jeu. Est-ce que vous êtes déjà approché de ces deux gars? Je peux pas dormir. La poussière, le sable. Je veux rentrer chez moi. Vous avez vu le groupe Delta qui est passé ici hier?
Je crois pas que c'était des Delta Boys. Je suis sûr que certains d'entre eux l'étaient. Sauf celui avec le masque bizarre. Je m'en souviens, pas vraiment le genre réglementaire. Tu trouves? Et le type avec sa crête de punk? Bender dit qu'il a ridiculisé les Delta Boys sur le parcours de tir. Leur boucle dure 7 minutes. Quel joueur venant d'acheter le jeu va rester planté devant eux pendant 7 minutes à les écouter parler? Peu importe, Bender dit beaucoup de choses. Une fois le tour du camp terminé, je me suis rendu au parcours d'entraînement, dans lequel j'ai fait un score plutôt correct et avec lequel on me propose un niveau de difficulté adapté. Mais je n'ai même pas eu le temps de reprendre mon souffle qu'on est envoyé au front. Cette première mission nous met directement dans l'ambiance du jeu. À peine arrivé, qu'on se prend une roquette. Et je n'ai même pas le temps de me remettre de mes émotions, que je me retrouve à canarder la rive adverse. Juste avant de prendre place derrière un minigun et de voir exploser 3 bâtiments. Voici donc comment en 3 minutes de gameplay on m'a fait passer de joueur avec une manette en main à l'impression d'être un véritable soldat envoyé sur un champ de bataille. J'ai l'air de quoi? De l'un de nos ennemis. C'est parfait pour votre mission d'infiltration. Après avoir survécu de justesse, on m'annonce que je vais devoir infiltrer une organisation de T. En 20 minutes de jeu, j'avais déjà l'impression d'être dans au moins 2 films différents. Mais ce qui est fou, c'est que c'est le cas avec chacune des missions de cette campagne. Vous pouvez prendre n'importe quelle mission et en faire un film. Si cette campagne est aussi spectaculaire, c'est parce que le gameplay est à la base de tout. Petit exemple, vous êtes en train d'escalader une paroi gelée, lorsque tout d'un coup, vous vous retrouvez à glisser. Et c'est votre frère d'armes qui vient vous rattraper in extremis. Alors oui, on ne peut rien faire, mais je suis actif et pas passif. Je ne passe pas mon temps à regarder des cinématiques. Et je ne peux pas m'empêcher de le comparer avec les nouveaux codes, où on est bombardé de cinématiques interminables et où les missions se résument à se balader dans un enclos pour assassiner des cibles ou récupérer des objets inutiles. Est-ce que vous savez combien de temps séparent ces 2 missions? 5 putains de minutes. Bordel, moi j'ai juste envie de jouer. Si je voulais voir un film, je serais allé au cinéma. Je suis sûr que dans Detroit Become Human, il y a moins de temps entre chaque partie de gameplay. Modern Warfare 2 est marquant par son immersion. Le jeu te pousse constamment à croire que tu es en danger et que tu vas échouer la mission. Tout cela sans impacter le gameplay. Les seules cinématiques de Modern Warfare 2, premier du nom, sont ces espèces d'ordres de mission et au travers desquels on s'attache tellement plus aux personnages uniquement par le dialogue et les conversations entre les protagonistes. Par ailleurs sublimement écrits. Les discours motivants le font à la perfection, en plus de nous faire ressentir la tension et les enjeux présents en quelques phrases. Vous en êtes sorti, capitaine? Je sais pas si c'est une bonne chose. J'ai l'impression que c'est pire là où je suis maintenant. On pensait avoir récupéré la CS avant que les Russes puissent le pirater. On se trompait. Ensuite, Makarov a fait des USA le bouc émissaire. Et juste après, ça s'est mis à brûler partout. C'est quoi cette image que vous m'envoyez? Pour éteindre du pétrole en feu, il faut déclencher une explosion plus forte à proximité. Ça absorbe l'oxygène et ça éteint les flammes. Vous êtes resté enfermé trop longtemps, Price. Je vous conseille de reprendre vos esprits. Shepard, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour gagner? Toujours. On a un putain d'incendie sur les bras. Il va falloir une énorme explosion. Vous avez passé trop de temps au goulag, Price. Concentrez-vous sur l'élimination de Makarov. Pas le temps, monsieur. Il faut mettre fin à cette guerre aujourd'hui. Ce n'est pas une demande, Price. C'est un ordre. Vous allez... On dirait qu'on a perdu la liaison. C'est au travers de ce procédé de gameplay continu et des cutscenes très bien placées, dignes d'un blockbuster hollywoodien, que le jeu fait monter la tension et le stress du joueur, pour nous procurer continuellement des montées d'adrénaline. Vous savez quelle mission m'a réellement fait croire que j'étais dans un film ?
sont allés jusqu'à nous faire conduire une motoneige en tirant sur des ennemis, puis nous faire sauter au-dessus d'une falaise. C'est digne d'une scène d'un Mission Impossible. Et pourquoi cette mission est aussi marquante? Parce que c'est nous aux commandes. C'est moi qui ai tiré sur les ennemis. C'est moi qui ai évité les arbres. Et c'est moi qui ai sauté. C'est aussi moi qui avais le choix de tirer ou non dans cette mission. Je pouvais faire toute la mission sans tirer une seule balle. Les développeurs auraient très bien pu nous mettre une cinématique ou juste un hélico pour nous récupérer. Mais non, parce que les créateurs sont des génies qui aiment ce qu'ils font et le font avec passion. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec une campagne dont tout le monde se souvient. Parce que oui, après être devenu un bon soldat et exécuter mon opération d'infiltration, je me suis fait assassiner 2 missions plus loin. Après, j'ai fait une course-poursuite sur les toits des favelas. Puis je me retrouve en plein milieu des États-Unis à faire la pute du sergent Follet. Ramirez, utilise tes grenades fumigènes. Ramirez, vas-y et descends-moi cet enfoiré. Ramirez. Non mais franchement, le gars il a 40 soldats et c'est à moi de tout faire. Ensuite je suis envoyé pour libérer un prisonnier et j'apprends que c'est un ancien camarade. Mais j'ai même pas le temps pour des retrouvailles parce que je dois aller reprendre Washington. Sauf que mon hélico se crache et je pense être mort. Mais non, je me réveille et on m'envoie un fusil avec un seul chargeur face à une armée d'ennemis. Parce qu'on veut me donner de l'espoir, croire que s'en sortir est encore possible. Et juste après, tu te retrouves dans l'espace et tu vois une bombe nucléaire exploser, mais en fait non. C'était qu'une bombe IEM et Ramirez s'en est sorti. Et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas juste eux qui s'en sont sortis et qu'un espoir de victoire est encore possible. Au même moment, à des milliers de kilomètres, tu t'apprêtes à choper Makarov. Et puis... Vous avez MSD? Oui, général. Bon, voilà déjà un détail de régler. Secteur nettoyé. Toutes les cibles sont HS. Reçu 5 sur 5. Pas de mouvement visible. 2-6. Je reste en position d'attente. Ghost, ici Price. Les hommes de Shepard nous attaquent au cimetière. Sauf couvre le flanc gauche. Mettez-vous de Shepard. Je répète, mettez-vous de Shepard. Sauf, faites-toi. Je vous promets que quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai chialé lors de cette scène. Et je suis pas le seul. Fucking whores! You fucking whores! I just can't do it. I can't take this shit no more, man. Si ce moment est si impactant, c'est parce qu'il réunit tout ce qui est possible de faire pour nous laisser sans voix. Un moment de délivrance où on pense enfin être sauvé après une bataille sans merci, suivi d'une trahison au moment où on s'y attend le moins, de la personne en qui on avait le plus confiance, accompagné d'une musique qui nous prend aux tripes. Une mort violente et engendrée par le cigare que le général nous jette dessus, nous faisant comprendre qu'à ses yeux nous n'avons aucune valeur. Mais surtout le message de Price qui essaye de nous prévenir du danger, malheureusement trop tard, impactant encore plus cette mort soudaine mais inévitable. Ghost, ici Price. Les hommes de Shepard nous attaquent au cimetière. Sauf couvre le flanc gauche. Mettez-vous de Shepard. Je répète, mettez-vous de Shepard. Sauf, faites-toi. C'est pour moi une des plus grandes trahisons toute œuvre confondue que j'ai pu voir et une scène extrêmement marquante. Pour vous dire, 15 ans après, je me souviens exactement du déroulé de cette scène, alors que je me rappelle même pas ce que j'ai mangé à midi. C'est pourquoi quand à la fin, pris d'une rage folle, il faut lui lancer le couteau dessus pour l'arrêter, je me suis appliqué à bien viser parce que je voulais pas le rater ce salopard. Et j'ai vraiment cru que c'était moi qui avais réussi à se lancer. Du coup, comme tout mon soldat, j'ai relancé la campagne et je me suis demandé ce que ça ferait si je le tuais dès le début. Est-ce que vous savez ce qui nous immerge encore plus dans un jeu ?
Le sound design dans ce jeu est juste dingue. Et je pense que c'est aussi ça, petit, qui m'a empêché de décrocher de la console pendant plusieurs heures. Parce que je me sentais comme un véritable militaire qui devait à tout prix accomplir sa mission. Et quand ça commençait à exploser et devenir le chaos partout, ouais, je commençais à douter. Globalement, les anciens de chez Infinity Ward ont fait plus que ce qui était nécessaire de faire pour un jeu de l'époque. Parce que ces gars ne faisaient pas des jeux, ni des films, mais ils créaient des expériences uniques en incorporant des détails minimes. Tenez, petit exemple, lorsque vous tirez sur un soldat ennemi et qu'il n'est pas encore totalement mort, ce dernier va se mettre à ramper et laisser une traînée de sang derrière lui. Je me suis renseigné et sauf erreur de ma part, c'est le seul code dans lequel on retrouve cette particularité. Certes, elle n'est pas importante et ne change pas le gameplay en soi, mais elle rajoute un semblant de réalisme au jeu. Le petit détail le plus marquant reste celui-ci. Ce bébé qui pleure seul dans les toilettes nous ramène à la réalité que derrière chacun de nos actes, il y a des conséquences et des personnes qui sont touchées dont nous n'avons pas conscience. C'est là que tu te rends compte à quel point les devs sont allés loin pour faire de leur jeu une expérience jamais vue auparavant. Tellement loin qu'ils sont allés jusqu'à contacter Hans Zimmer pour composer la musique du jeu. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Hans Zimmer, voici quelques-unes de ses créations. Les musiques de ce jeu sont juste sublimes. Et même 15 ans après, dès que je les entends, j'ai les poils qui se dressent. Et ce jeu était tellement incroyable. Pourquoi vous pensez qu'ils ont ressorti une trilogie ces dernières années? C'est parce qu'ils savent que tous ceux qui ont joué à COD à cette période ne jouent plus ou sont très peu nombreux. Parce qu'ils ne sortent que des bouses. Ils ont donc essayé de ramener de la nostalgie chez ces joueurs. Et ça a marché. Mais perso, quand j'ai vu à quel point ils ont massacré Makarov et Shepard, j'ai versé une larme. Non mais sérieusement, regardez-moi ce manque de charisme. Il ressemble à rien. Il n'instaure même pas le danger ni la peur. Puis Price, autrefois autoritaire et badass, il se fait traîner en laisse par le personnage inutile qu'est Laswell. N'envoie personne en mission pour ce type. C'est pas une mission, c'est du renseignement. C'est une saloperie de menteur, Kate. Je suis de la CIA, John. Je m'y connais en mensonge. Et vous aussi. Bon toutou. Qui ne fait que brailler continuellement dans nos oreilles pendant l'émission. Motoneige. Ça a un moteur à combustion interne, ça règle la question. M'en bat les couilles. Hein. Un dernier détail qui rend MW2 unique, ce sont ces messages qui apparaissent après avoir succombé lors d'une mission. Parce que malgré que ce soit un jeu de guerre, les devs, eux, prônent la paix. Et quel meilleur moyen de te le montrer que de te mettre un petit message avec une citation forte au moment où tu ne peux plus rien faire. Mais je peux pas parler de ce jeu sans évoquer son multijoueur. Parce qu'après avoir fini la campagne, c'était la suite logique. Et mon dieu que j'en ai passé des heures dessus. De mémoire, il me semble que j'avais plus de 3 mois de jeu. Autant vous dire que le bulletin en a subi les conséquences. Je me souviens, à peine rentré de cours, j'ai allumé la console pour retrouver mes potes et je passais des heures à jouer pour obtenir ce petit emblème qui avait tellement plus de valeur que le brevet à mes yeux. Je passais des heures à créer la meilleure classe possible, des heures à insulter les adversaires dans le lobby d'avant-partie. Des heures à rigoler et affronter mes potes en partie privée pour savoir qui serait le chef de la team. Et puis des heures à débloquer tout ce qui était possible, comme les titres et les emblèmes, où il fallait réaliser tout un tas de défis pour les obtenir. Et je ne compte même plus le nombre de parties que j'ai dû faire pour obtenir le camouflage printemps sur mon intervention. Et toutes celles à faire passer tous mes atouts en pro, comme Passe-Passe Pro pour viser plus vite, ou Commando Pro pour ne plus avoir de dégâts de chute, et j'en passe. Alors oui, comme tout Call of, il avait son lot de choses insupportables, comme le lance-grenade machine de guerre que certains utilisaient pour faire des nucléaires plus rapides qu'un TikTok. La nucléaire, parlons-en. De tous les killstreaks présents sur le jeu, c'est probablement l'objectif de n'importe quel joueur à cette époque. Si tu arrivais à faire 25 kills sans mourir, tu pouvais lancer une bombe nucléaire, ce qui mettait fin à la partie. Et tous les stratagèmes étaient bons pour l'obtenir, comme utiliser l'UMP 45 silencieux capable de te tuer en 2 balles à travers la map,
Et c'était tellement devenu facile qu'on a vu apparaître de plus en plus de défis nucléaires, comme la nuque uniquement au couteau, ou en recherche et destruction, mais très vite, tout avait été fait. Alors quelque chose d'autre a attiré les joueurs. MW2 offrait la possibilité de pouvoir viser très vite avec le sniper. On a donc vu apparaître de nombreuses vidéos frag movie cherchant à faire le maximum de kills à la suite en réalisant des quickscopes ou des flashcopes pour espérer faire une quad feed, qui consiste à avoir son nom au maximum dans la barre affichant les kills de la partie. Mais les joueurs en voulaient toujours plus, et c'est comme ça qu'est né le trickshot. Tout le monde voulait avoir son petit moment de gloire lors de la killcam finale, et c'est comme ça qu'on a pu avoir de nombreuses vidéos cultes. Okay. Oh! Oh my god! Oh! Oh my fucking god! L'objectif était de faire le trickshot le plus créatif, en exploitant certains bugs du jeu qui permettaient de faire des barrel rolls ou de tir avec l'insertion tactique, tout en faisant le plus de rotation possible. 360, 720, 1080, plus ça tourne, plus c'est spectaculaire. Pour réussir, les joueurs étaient aidés par des maps comme Terminal, où tu pouvais monter sur l'avion pour réaliser ton trickshot, ou depuis la grue de High Rise, qui ne t'offrait qu'une seule chance de réussir ton tir, et surtout la très célèbre Rust, qui servait aussi d'endroit pour régler ses comptes avec un adversaire un petit peu trop vantard et qu'il fallait corriger. Je crois que c'est la première bataille d'ego que chaque homme a connue. Parce que quand tu lançais un 1v1 sur Rust, t'avais pas le droit de perdre. Ton nom était en jeu. Et surtout que la simple idée d'entendre l'adversaire te traiter de noob était inenvisageable. Alors tu donnais tout ce que tu avais pour qu'à la fin de la partie, tu l'entendes t'insulter tout ton arbre généalogique en te traitant de cheater. Et mon dieu, quelle satisfaction c'était de gagner. C'est pas possible, c'est un hacker, laisse tomber. J'étais pas dessus carrément j'étais pas dessus quoi. Si ce multijoueur est aussi bien, c'est parce que les développeurs l'ont travaillé avec une réelle intention de proposer quelque chose de bien et complet à sa communauté. Mais ce qui l'aura vraiment rendu légendaire, ce sont les joueurs, qui se sont appropriés le jeu et qui l'ont fait vivre et perdurer au travers de nombreuses vidéos. Ce qui fait le succès d'un jeu, ce n'est pas uniquement son contenu, mais bel et bien le joueur et sa créativité, qui va faire que votre jeu sera le jeu le plus vendu de tous les temps. Avant, je jouais toute l'année uniquement sur Call of Duty, mais maintenant il m'est impossible de jouer plus de 2 mois. Entre le SBMM mis en place pour attirer de nouveaux joueurs et qui sanctionne les plus anciens parce que tu tombes que sur des parties tryhard, l'envie constante de racketter mon argent, plutôt que de mettre un système de récompense qui te force à jouer encore et toujours. Non mais sérieusement, la première chose qu'on voit quand on arrive sur COD maintenant, ce sont des pubs pour des skins. Tout ça a fait que l'envie a malheureusement disparu. J'ai pensé qu'avec l'arrivée de Warzone, j'étais en train de me réconcilier avec la licence, mais comme d'habitude, les problèmes d'équilibrage, les cheaters et l'obligation d'acheter les nouveaux Call of pour rester compétitif m'ont vite fait déserter le jeu. Modern Warfare 2 ne m'a pas seulement permis de jouer des heures et de passer de bons moments, c'est aussi grâce à lui que j'ai commencé à suivre certains youtubeurs, comme Diablo X9, idole de toute cette génération et qui a donné à beaucoup l'envie de se lancer sur la plateforme. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. Mais aussi des gens que je suis encore actuellement, comme Gotaga, qui n'est arrivé qu'un peu plus tard mais qui m'a fait découvrir la scène e-sport de Call of Duty, ou qui proposait des défis sur le jeu comme 100 Moab ou Road to Master, que j'ai regardé un nombre incalculable de fois. Le jeu a aussi permis à certaines personnes de se créer une carrière et une communauté en partageant leur gameplay. Skyrose, Monsieur le V12, Cyril MP4. Et c'est en regardant ces personnes que cette passion de la vidéo est arrivée chez moi. Et c'est à cause de cette passion que j'ai décidé de faire des vidéos et de devenir monteur. Et c'est juste fou de se dire que tout ça, tout ce que je fais actuellement, tout part d'un simple jeu.